Fidélité à la une ce soir, la reprise des classes est confirmée pour demain lundi partout dans le pays. Confirmation du ministre de l'enseignement primaire, Willy Bakonga, promet un calendrier réaménagé incessamment. Justement demain, les étudiants qui iront vers le Niki vont faire face aux gros embouteillages au niveau du rond-point Ngaba. La route s'est rétrécie à cause du marché envahissant. Et puis, lundi, politique, demain, le Premier ministre va entamer les consultations annoncées dans un communiqué officiel. Voilà tout pour le titre, le développement. C'est dans un court instant. Bonsoir. C'est demain que le Premier ministre Samalou Kondé va entamer des consultations en vue de la formation de son gouvernement. Il a bénéficié des encouragements de Jean-Pierre Bemba Gombo qu'il a reçu hier en audience. Le chrono est mis en marche. Les minutes sont comptées pour constituer son équipe. C'est dans ce contexte qu'il faut placer cet entretien du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge accordé à l'acteur politique Jean-Pierre Bemba Gombo, patron du MLC, le samedi 20 février 2021. Je suis venu féliciter le Premier ministre pour sa désignation en tant que chef du gouvernement et l'encourager dans la nouvelle tâche et les défis qu'il se pose à lui pour le développement de notre pays. Pour rappel, dans un communiqué, le nouveau chef du gouvernement a annoncé le démarrage des consultations fixées au lundi 22 février 2021. Les formations politiques, structures de la société civile et socioprofessionnelles concernées seront contactées par le protocole, a précisé le communiqué officiel signé par le chef du gouvernement. Les Bleus et Blancs vont retrouver demain à 7h30 leur classe. Le retour à l'école est confirmé par le ministre de tutelle. Willy Bakonga promet la publication d'un calendrier réaménagé tenant compte des arrêts forcés au Odilon Kayuma. C'est officiel. Les écoles primaires, secondaires et techniques sur toute l'étendue du territoire national vont ouvrir leurs portes pour accueillir les apprenants. Le ministre d'État, ministre sectoriel Willy Bakonga, rassure les parents sur l'effectivité de la reprise des cours ce lundi 22 février 2021. Chers parents, chers élèves, chers enseignants, chers partenaires éducatifs, conformément à la décision du président de la République, chef de l'État, comme rendu public à travers le communiqué du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 du 12 février 2021 relatif à la reprise des activités scolaires et universitaires, je viens porter à votre connaissance que la reprise de cours pour tous les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, tant public que privé agréé, aura lieu ce lundi 22 février 2021 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. Covid-19 oblige, les mesures ont été prises pour que les recommandations édictées par le secrétariat technique de la riposte multisectorielle contre la pandémie soient respectées surtout dans les milieux scolaires, histoire de protéger les enfants ainsi que le personnel enseignant. Je demande aux parents et à tous les responsables tant nationaux, provinciaux que locaux, du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'effectivité de la reprise à tous les niveaux, dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19 et des programmes d'enseignement tels qu'entamés à la rentrée scolaire 2020-2021. Le calendrier scolaire 2020-2021 réaménagé vous sera transmis incessamment par les canaux habituels. Pas l'ombre d'un doute, le bleu-blanc, relève de tout un pays, reprendront le chemin de l'école. À quelques heures de la rentrée, le Lualaba lance une opération de désinfection des salles de classe et des auditoires dans la province, question d'assainir l'environnement. Le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a procédé elle-même à la pulvérisation d'une salle de classe au lycée Umoja en présence des responsables scolaires.
Une opération qui vise à désinfecter toutes les écoles dans la lutte contre le coronavirus. L'autorité provinciale a appelé tous les parents de sa juridiction d'envoyer leurs enfants dès ce lundi à l'école, selon la décision du gouvernement national. Enfin, Fifi Masuka Saini a attiré l'attention des élèves au respect strict des mesures barrières et à la discipline. Encourageons toutes les écoles de la province de Lualaba, tous les parents d'envoyer les enfants à l'école parce que les enseignants les attendent et on va respecter les gestes barrières pour la santé de nos enfants. Nous nous sommes dit, avant que nos enfants puissent aller à l'école, nous devons désinfecter toutes les classes pour que les parents se sentent quand même en sécurité par rapport aux enfants qu'ils envoient à l'école. C'est un travail des titans. Nous encourageons le ministre de l'Environnement d'aller de l'avant parce que ça montre que la province est en train de s'inquiéter pour la santé, non seulement de nos enfants, de nos enseignants et de toute la population de la province du Lualaba. Une action qui mérite des remerciements de la part des responsables scolaires. Que les enfants reviennent sans problème, nous allons continuer. Le gouvernement nous accompagne. Aujourd'hui, nous avons eu le ministère de l'Environnement pour désinfecter les locaux, c'est pour les rassurer et pour les mettre en sécurité afin qu'ils puissent bien étudier et continuer l'année. La campagne de pulvérisation s'est poursuivie dans les autres établissements par le ministre provincial de l'Environnement. Autre chose, une route qui relie deux pays, la RDC et la Zambie. C'est un vieux projet remis sur la surface, une infrastructure qui a le mérite de réduire 200 km de distance. À ce sujet, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Willy Ngopos, le vice-premier ministre sortant, a conduit la délégation congolaise en Zambie. Je voudrais vous voir mettre ce projet en œuvre. Faites-moi connaître tous les problèmes auxquels vous serez confrontés. Les mots sont ceux du président de la République zambienne, Edgar Changwa Lungu, à la délégation congolaise, dépêchée par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, délégation composée du vice-premier ministre et ministre des Infrastructures, Willy Ngopos, du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, de la DIRCABA du chef de l'État, Jeti Panou, et du ministre provincial des Infrastructures, Miguel Katembe. L'audience a eu lieu dans le cadre de la reprise des discussions avec les bailleurs de fonds du projet initié en 2015. Cette route va relier la localité de Tchaloué dans les territoires de Kasenga, dans la province congolaise du Haut-Katanga, et Kashiba, dans la province de Luapula, du côté de la Zambie. Une fois réalisé, ce projet va réduire de plus de 200 km la distance entre les ports tanzaniens de Dar es Salaam et la province congolaise du Haut-Katanga. Tuungana, entendez espoir, c'est le nom d'un centre qui favorise la réinsertion sociale des victimes des violences basées sur le genre au Nord Kivu. La structure bénéficie de l'appui du Japon et de l'UNFPA. Les détails dans ce reportage signé Angèle Mabialalande. De réconfort du diplomate japonais au centre de formation de jeunes filles initié par la coopérative agropastorale Tuungana traduit la volonté du pays du soleil levant d'appuyer la RDC dans le développement de cette contrée. Ce centre qui bénéficie de l'appui de l'UNFPA développe des actions dans la prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles basées sur le genre, l'autonomisation des adolescentes et jeunes à travers l'initiative Kitumaini, autrement dit Espoir, l'offre de services de santé sexuelle et reproductive des adolescentes et de jeunes. Minami Hiroiki, qui a félicité l'initiatrice de ce centre, Zaina Hakizinka Johanna, a dit toute sa joie d'aider ses compatriotes désireux de retrouver les sourires en apprenant des petits métiers pour leur réinsertion sociale. Le Japon était toujours à côté des femmes, à côté des victimes, de compris. Ça va continuer. C'est pas la dernière fois à connaître. La prochaine fois, peut-être on continuera. Au fur et à mesure que vous faites vos efforts, le Japon continuera de supporter vos efforts. La présidente de cette œuvre caritative a brossé les différentes réalisations de son centre. Les femmes et les jeunes filles sont au cœur des équilibres familiaux. Les autonomiser, c'est contribuer au développement pour lutter contre la pauvreté. Ces centres de formation ici présents que vous voyez servira des cases de la femme des Massissi, un centre de rayonnement pour l'accompagnement des associations féminines qui militent pour l'égalité de l'homme et de la femme.
Les diplomates japonais n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de cette femme battante qui se soucie du sort de ces femmes au cœur brisé. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au gouvernement japonais et à l'UNFPI qui a fait un don de plusieurs motos pour faciliter des travails dans le cadre de la prévention des violences basées sur le genre. L'hôte des marques de la coopérative agro-pastorale Tuungana n'est pas rentré mais bredouille. Dans sa jubessière, des produits champêtres, fruits du travail abattu par les locataires de ce centre. À l'approche de la formation du nouveau gouvernement, une opinion pense que certains ministères devaient changer de dénomination. L'économie, par exemple, rebaptisé ministère de la relance et croissance économique. Et ces changements nominaux-là vont nous permettre de pouvoir élargir même les champs d'activité, les champs d'action, le but, les objectifs de certains départements ministériels. Nous avons proposé que le ministère de l'économie, dont nous avons voulu que ce ministère soit baptisé ministère de la relance et la croissance économique. Comme ça, celui qui viendra, il vient avec les stratégies de comment mettre pour que nous puissions relancer notre économie, parce que nous en avons besoin. Les noms véhiculent un message. Quand vous avez un nom qui ne corrobore pas avec ce que vous êtes, avec votre actualité, vous ne ferez absolument rien. Nous avons proposé que le ministère de l'Industrie puisse être baptisé ministère de la Révolution industrielle. Nous devons changer et le changement c'est maintenant. L'outil majeur, c'est l'homme congolais. C'est l'ambition que nous avons. C'est les réformes que nous voulons mener. C'est là où nous voulons aller avec ce que nous proposons comme réforme au niveau du ministère des Finances, ministère des réformes des finances publiques et amélioration du climat des affaires. On va maximiser des recettes. Okay? On étale, on va mettre ça sur la ligne budgétaire, on étale, on s'est dit, pendant autant d'années, nous devons économiser, mobiliser autant d'argent pour pouvoir créer cette banque-là. Je vous dis, je vous rassure, que sans cette banque, nous allons toujours tournoyer autour du pot. Et nous n'allons pas avancer. Ce sera un cercle vicieux. Nous devons pouvoir oser. Tous les pays du monde, toutes les grandes puissances, ils ont d'abord leur propre banque. Aujourd'hui, il y a BCDC qui est acheté par Equity. Equity, bon, c'est une grande banque, mais qui n'est pas congolaise. Les Congolais n'ont pas de banque. On n'a pas de banque au Congo. L'Union africaine et l'Union européenne, ensemble pour redynamiser les relations et apporter un soutien au projet du président en exercice de l'UA, annonce faite au cours d'une visioconférence que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eue avec le président du Conseil européen. En début de semaine, le Congo a découvert son tout nouveau Premier ministre, Jean-Michel Sama, qui, après, a été reçu par le chef de l'État. La semaine du président avec Pierre Kibambeso Moïsa. Au terme d'une ordonnance signée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde a été nommé Premier ministre. Reçu par le chef de l'État en début de semaine pour un échange de plus d'une heure, le Premier ministre de l'Union sacrée de la Nation a, dans ses premiers mots livrés à la presse, indiqué qu'il allait se mettre au service du peuple congolais. Il a remercié le président de la République pour la confiance qu'il vient de lui témoigner avant de dévoiler les priorités de son gouvernement, à savoir le rétablissement de la paix dans l'est du pays et dans le Grand Katanga, les questions sociales du développement, la justice pour tous, la gratuité de l'enseignement et l'accès aux soins de santé, l'accroissement des recettes de l'État, la lutte contre la corruption et les réformes institutionnelles figurent aussi en bonne position parmi les priorités du gouvernement, a renchéri le Premier ministre. Le bureau de la conférence de l'Union africaine était en réunion par visioconférence au cours de la semaine, présidé par le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réunion a planché notamment sur la question de l'accès équitable aux vaccins contre le Covid-19 et le soutien de la France au système de santé africain. Cette rencontre du bureau de la conférence de l'Union africaine a connu la participation du président de la République française, Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a tenu à s'enquérir de la situation de l'Afrique avant la tenue du sommet du G7.
La République démocratique du Congo et l'Union européenne entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale et une coopération qui va se renforcer dans différents secteurs de la vie nationale. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débattu de cette question par visioconférence avec le président du Conseil européen, Charles Michel. L'entretien s'est déroulé sur 2 volets, multilatéral et bilatéral. Sur le plan multilatéral, le renforcement et la redynamisation de relations entre l'Union africaine et l'Union européenne étaient au centre des échanges et va se concrétiser lors du prochain sommet des 2 organisations continentales. Sur le plan bilatéral, Charles Michel a rassuré que l'Union européenne va soutenir la RDC dans ses discussions avec les institutions de Bretton Woods. Elle va aussi s'impliquer dans les grands projets du mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en l'occurrence, la gratuité de l'enseignement de base, les barrages hydroélectriques, les routes, sans oublier les soutiens majeurs aux efforts de pacification de la partie est de la RDC. La République démocratique du Congo et l'Ouganda, 2 pays voisins, appelés à entretenir des échanges pour trouver des solutions idoines à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, principalement à la frontière commune entre les 2 pays. Une délégation conduite par le chef d'état-major général adjoint de l'armée ougandaise, le général Mbadi Mbassou Wilson, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'officier général de l'armée ougandaise a loué les efforts qu'entreprennent les forces armées de la RDC dans la traque des forces négatives dans l'est du pays. Le général Mbadi a inscrit sa présence en RDC dans le cadre de visites régulières des collaborations entre les officiels militaires des 2 pays voisins. Modeste Bahati Lukwebo est le candidat de l'Union sacrée de la Nation à la présidence du Sénat. Le sénateur l'a confirmé à l'issue de l'entretien que le président de la République a eu en fin de semaine avec le bureau d'âge du Sénat, entretien auquel il a été associé. Le président du bureau d'âge du Sénat a par ailleurs fait part au chef de l'État de la situation jugée désastreuse trouvée à la Chambre haute du Parlement après leur désignation. Plusieurs autres questions, notamment le calendrier de l'élection du bureau définitif du Sénat, étaient aussi évoquées au cours de cette séance de travail avec le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et puis dans le reste de l'actualité, Marie-Louise Zombella nous fait voyager durant la semaine et nous propose cette sélection. Les institutions de la République démocratique du Congo ont un nouveau Premier ministre. Sama Lukonde doit vite composer son gouvernement pour entamer sa mission. Quelques heures après sa nomination, il a eu ses premiers tête-à-tête avec l'informateur, le sénateur Bahati Lukwebo. Outre les félicitations, l'informateur lui a fait l'économie de son rapport sanctionnant les consultations politiques, lequel rapport devant servir de repère pour la formation de son gouvernement. Juste après l'annonce de la nomination du Premier ministre, des réactions fusent de partout. Les acteurs politiques, la société civile et la population se sont réjouis du choix du président de la République porté sur la personne de Jean-Michel Sama Lukonde. Ils ont souligné le défi majeur à relever sur le plan notamment sécuritaire, social et les choix judiciaires des membres du gouvernement s'imposent. Pendant ces temps, le caucus des élus nationaux de la ville-province de Kinshasa peaufinent leurs doléances et attentes de leurs électeurs à soumettre au Premier ministre au cours d'une audience qui leur sera accordée. Le lancement du concours national d'administration aux écoles militaires a démarré. À Kananga au Kassai central, tout comme à Mbujima au Conseil oriental, les jeunes venus de tous les territoires ont passé le test de recrutement des militaires. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a entrepris des visites auprès des chefs des confessions religieuses pour solliciter la prière en faveur des institutions de la République. Il a été signalé au courant de la semaine la reprise des travaux de construction et de finissage du stade Lumumba dans la ville de Matadi au Congo central. Ce grâce au contrat signé entre le gouvernement provincial et la société Sodimas pour parachever les 10 travaux de cet amphithéâtre appelé à accueillir des compétitions au niveau national et international. Restés longtemps dans l'obscurité, les routes de la ville de Kananga sont de nouveau éclairées. Le ministre national des Ressources hydrauliques a procédé à la cérémonie de l'implantation des lampadaires, ce qui explique d'ailleurs la couverture maximale en électricité dans cette contrée.
Les partenaires des agences du système des Nations Unies se sont informés de la vision tournée vers les actions philanthropiques de l'épouse du chef de l'État. 18 février 2006, 18 février 2021, la constitution de la RDC a totalisé à ce jour 15 ans. La faculté des droits de l'université de Kinshasa et les centres de recherche et d'études sur l'état de droit en Afrique ont organisé une matinée scientifique pour commenter les articles de la constitution afin de rendre facile la compréhension. La Fondation Muzungu Christophe Senior a commémoré le 15 février le 60e anniversaire des nationalistes et compagnons de Patrice Emery Lumumba, assassiné à Bakwanga le 15 février 1961 pour avoir mené aux côtés des héros nationaux la lutte pour la dignité des Congolais et l'indépendance de la RDC. Jadis défectué, le pont Mamonamboa qui relie les routes Nzoko et Mokali dans la commune de Kimbateke est de nouveau praticable. Ce pont, long de 12 mètres avec 4 mètres de largeur, a été construit en seulement 20 jours. Les projets routiers Kasomeno en RDC et Mwenda en Zambie tendent vers sa concrétisation. Une réunion bilatérale entre les deux pays s'est tenue à Lusaka pour finaliser les documents pour le début des travaux. Enfin, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation de la journaliste Patience Mboyo-Djoké de la RTNC. Le fait a tout emporté, voilà qu'il reste que des débris. Ces dégâts s'est déroulé pendant l'absence de toute la famille. C'est par cette triste nouvelle que se clôture la semaine en 5. L'actualité en Afrique et dans le monde, le G7 promet des vaccins en Afrique dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au Tchad suite à un affrontement entre cultivateurs et éleveurs. 35 personnes ont été tuées. Marie Kalong. Au moins 35 personnes ont été tuées lors des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad en proie à des conflits meurtriers entre communautés. Toujours au Tchad, bientôt le déploiement de 1200 soldats pour lutter contre le djihadisme dans la zone dite de 3 frontières entre Burkina Faso, Niger et Mali. C'est l'une des recommandations du sommet G5 Sahel où a pris part le président français Emmanuel Macron par visioconférence. En République centrafricaine, 2 ex-chefs des milices anti-Balaka ont rejeté mardi toutes les charges à leur encontre à l'ouverture du procès à la CPI. Ils sont accusés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis en République centrafricaine lors de la guerre civile entre 2013 et 2014. Autre procès, c'est celui du Rwandais Paul Rusesabagina, responsable de l'hôtel 1000 Collines, devenu opposant de Paul Kagame. Accusé de terrorisme présentement aux arrêts, ses avocats dénoncent un procès politique. Traque des hommes armés par les forces sécuritaires nigériennes le jeudi dernier. Ils sont à la base de l'enlèvement de 40 personnes, dont 27 élèves, dans un pensionnat au centre du Nigeria. La fièvre hémorragique Ebola refait surface en Guinée. 5 ans après la fin de la précédente épidémie dans le sud-est du pays, 7 cas ont été confirmés, dont 3 morts. Lutte contre la Covid-19, l'Afrique du Sud opte pour le vaccin Johnson & Johnson à la place du vaccin d'AstraZeneca, jugé moins efficace contre le variant sud-africain. Pour donner l'exemple, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été l'un des premiers à recevoir sa dose du vaccin Johnson & Johnson le mercredi 17 février. Pendant ce temps, le Sénégal et le Zimbabwe recevaient leur première dose des vaccins. Chaque pays a reçu 200 000 doses. Et dans le reste du monde, l'accès aux vaccins pour tout le monde a été la priorité du G7. Les dirigeants du G7 se sont engagés à livrer 13 millions de vaccins anti-Covid en Afrique. Cette réunion virtuelle de Munich a été l'occasion pour le président Joe Biden d'annoncer le retour des États-Unis aux alliances transatlantiques. Après le coup d'état militaire, la mobilisation ne faiblit pas en Birmanie. Un groupe de pirates informatiques a perturbé jeudi plusieurs sites web gouvernementaux dont la Banque centrale, la page de l'armée. Une réponse directe aux coupures d'internet imposées par les autorités à la population pour la 4e nuit consécutive. Une victime de ce représailles a trouvé la mort le vendredi.
Et pour terminer, construit par plusieurs industries américaines et européennes, Perseverance, ce robot a posé ses 6 roues sur la planète Mars le jeudi 18 février vers 22h heure de France. Ce robot est le 4e engin envoyé à la planète Mars depuis 1976. Il aura pour mission de vérifier ou pas si la vie a-t-elle existé sur la planète Mars. C'est l'objectif de ce robot Espérance. Vous étudiez à l'université de Kinshasa, des gros embouteillages vous attendent demain sur votre chemin au niveau du rond-point Ngaba et pour cause, le marché occupe 2 voies sur 4 réservées à la circulation. Ajoutez à cela la mauvaise conduite des chauffeurs. Voici l'observation de nos reporters Henri Alimassi et Joe Patrick Coucou. Les embouteillages à Kinshasa font partie du quotidien des réalités subies par les habitants de la capitale. Nous avons fait une investigation pour identifier les possibles causes. Nous sommes sur Bypass. Ce taximan fait la manœuvre sans craindre l'agent qualifié. Essayez un peu de prendre la plaque de la voiture. Ok. Des scènes répétitives sur cette route qui n'a pas de parking et les 2 voies sur 4 sont envahies par des commerces au niveau du rond-point Ngaba. Cette femme interpellée est consciente de son acte incivique. Cet endroit n'est pas un marché. De la marchandise exposée sur la voie publique d'un côté et de l'autre, un véhicule de livraison de la boisson obstrue la voie pour servir sa clientèle. Les conducteurs des poids lourds dénoncent les antivaleurs sur la route. Le motard et le chauffeur nous font beaucoup de la peine. Nous avons beaucoup de difficultés pour bien rouler. Nous demandons aux autorités d'agir. Cette situation est la conséquence du mauvais emplacement des parkings, l'occupation illégale des emprises et le rétrécissement de la route. Le porte-parole de l'association des transporteurs de poids lourds, André Chikouji, pointe du doigt l'absence de l'autorité municipale qui se contente du prélèvement des taxes. L'ordre doit être rétabli. Autre chose, aucun homme politique, auteur des violences basées sur le genre ne doit bénéficier d'une quelconque promotion. C'est le message des femmes de Goma, Beni et Rutshuru, 3 villes où 26 000 femmes ont fait l'objet des violences basées sur le genre. C'est le monitoring fait au premier trimestre de l'année 2020. Eugénie Dadachabani pour la suite. La province du Nord Kivu est le théâtre d'une décennie de conflits armés récurrents perpétrés par les forces négatives. Les femmes et les jeunes filles de cette province payent les lourds tributs car elles sont constamment victimes de toutes sortes de violences basées sur les genres. Premier trimestre 2020, il y a eu 26 000 cas de violences basées sur les genres. Le territoire de Beni, là où il y a plus de cas. Et vous savez, là, il y a des violences, il y a des kidnappings, mais aussi la situation sociale n'est pas aussi bonne. Il y a aussi le territoire de Rutshuru qui est aussi affecté, comme il y a aussi beaucoup de milices dans ce territoire. Il y a aussi la ville de Goma. Il y a plus de personnes dans la ville de Goma et on observe beaucoup de cas dans la ville de Goma. Pour lutter contre cette situation, le ministère provincial du genre, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, s'est engagé dans la campagne contre les violences basées sur les genres et sur l'autonomisation des jeunes filles et des femmes. Pour la ministre provinciale du genre, cette campagne tombe à point nommé car elle va contribuer à réduire la vulnérabilité et la pauvreté des femmes accentuées par les différentes formes de violences basées sur les genres dans la province. Elle promet de s'investir pour l'appropriation de cette campagne. Le défi que nous avons ici dans la province, et c'est pour cette raison que nous encourageons les activités. Et il y a les gens qui peuvent venir nous aider à sensibiliser les gens, la population de la province, parce que vous connaissez très bien que nous sommes en train de lutter contre
voir comment est-ce que la femme doit arriver à l'autonomisation, l'égalité aussi dans nos familles respectives. Une opportunité pour l'artiste et musicienne et prix Jeune Talent RFI et partenaire de l'UNICEF Céline Banza de sensibiliser les participantes sur la valorisation du corps de la femme à travers sa chanson Terembi qui signifie en dialecte ngwandi le corps de la femme. Ces forums d'échange ont permis de déceler les causes profondes et les facteurs favorisant les violences aussi bien chez les femmes que les jeunes filles. Elles ont proposé des pistes et des solutions pour lutter contre ces fléaux. Que nos parents dans la communauté soient aussi saisis et informés, surtout les hommes et les garçons, parce qu'on se rendit compte qu'il reste les acteurs potentiels pour perpétuer le VBG. De revoir l'éducation dans nos familles. Et cela renvoie au fait que certains parents sont attachés à la coutume à tel point que ça minimise la femme et la jeune fille. Je suis en train de remercier l'UNICEF parce que ce sont des assises qu'on ne trouve pas tous les jours. C'est vraiment un privilège particulier. Je demande à toutes les femmes de s'impliquer, à plaider pour que tous ceux qui ont été acteurs d'une façon ou d'une autre de ces groupes armés qui continuent à utiliser les violences sexuelles, quelles que soient ces formes, ou les violences basées sur le genre pour accéder au pouvoir, de ne jamais y accéder. Donc on ne veut pas vraiment des dialogues qui peuvent aboutir à des conventions de postes d'acquisition, des postes de pouvoir pour les gens que nous avons vus des acteurs. Cette campagne va baliser la voie de l'éradication de violences basées sur les genres dans cette province. Les policiers sont aussi sur le terrain de la lutte contre la Covid-19, dont la sensibilisation, une mission réalisée grâce à l'appui de l'OIM et de la police des Nations Unies. José Baïtouambo signe ce reportage. Lancé en septembre 2020 dans un contexte d'urgence, cela pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, notamment à Kinshasa, épicentre de la maladie, en améliorant les niveaux de préparation, de capacité de gestion et de responsabilité de la police nationale congolaise, le projet de renforcement de la riposte à la Covid-19 initié par l'Organisation internationale de migration produit ses résultats. On croit le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC. La mise en œuvre de ce projet a également contribué à la régression de cas Covid de la deuxième vague, jugée pourtant très agressive à ses débuts. C'est une mission de la police que de surveiller qu'il n'y ait pas contamination des gens par le Covid et propagation de cette maladie à travers la population. C'est également de la police préventive, mais qui se fait sous forme de prévention de l'ordre public dans le cadre de la salubrité publique. Alors, quand on constate que la courbe est descendante, ce que quelque part la police a fait son travail, parce que qui peut avoir le quitus, qui peut avoir le pouvoir légal de pouvoir intimer aux citoyens l'ordre de pouvoir mettre les masques et de se conformer à la pratique des lois barrières. Ce n'est que le policier à qui le pouvoir, à qui la loi a donné cette autorisation légale. C'était à l'issue d'une tournée d'évaluation à la cité rurale de Mbankana, à 140 km de Kinshasa, au puits dans les communes de Kalamou et Lemba. Ce projet est financé par l'Union européenne à travers son instrument contribuant à la stabilité et à la paix avec l'appui de l'UNPOL. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. 680 Kuluna ont répondu à l'appel leur lancé par l'honorable Jean-Marie Lukulassi pour s'identifier de manière volontaire. Les jeunes gens ont accepté d'échanger leurs armes blanches contre les outils de travail. Sandra Nyangi. La présence de 400 Kuluna samedi dernier au cercle Natra Kauka dans la commune de Kalamou pour l'identification volontaire a créé des émules.
Ce dimanche 21 février 2021, 280 se sont ajoutés, portant le nombre à 680 Koulouna identifiés. Les fiches de renseignement retirées samedi pour des informations détaillées sur chaque Koulouna sont toutes retournées comme voulu par l'initiateur de ce projet, l'honorable Jean-Marie Lukula Simasomba. L'appel nominal l'a confirmé et ces jeunes délinquants font désormais partie intégrante du G24. L'opération se poursuit. C'est un grand projet, nous sommes en train d'identifier par district. Je suis très content parce qu'hier, il y a 400 ou 500. Aujourd'hui, ils sont venus à 600, c'est-à-dire on va comprendre que c'est un projet, ce n'est pas pour les arrestations. Donc, ils sont venus, on va travailler avec eux. Demain, on commence, premier projet tout ça en haut, en attendant projet au chef d'État. Les nouveaux venus se livreront au même exercice pour avoir la qualité des membres du G24, c'est-à-dire s'agenouiller pour demander pardon à Dieu, aux autorités du pays, mais aussi à leurs victimes. Demander pardon, c'est bien, mais l'abandon total des forfaits, c'est encore mieux. En sa qualité de servante de Dieu, l'épouse de l'honorable Jean-Marie Lukulassi a exhorté ses ex-Koulouna à se convertir en chrétiens et à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qui fut fait. La démarche n'a pas changé. Ces Koulouna passeront par la désintoxication, étape primordiale. S'en suivra l'encadrement avant la réinsertion sociale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en bon visionnaire, a donc vu juste en confiant cette resocialisation à G24 à travers son leader, l'honorable Jean-Marie Lukula Simasomba. Il y a un déficit dans le chef du personnel de l'administration des mines concernant la lecture et l'interprétation des rapports présentés par les multinationales sur l'exploitation minière. De l'avis d'un expert, ce personnel devrait entrer en contact avec les entreprises minières opérant RDC. On écoute cet expert et l'invité de Mesdames Bouyal Mangal. De mettre en place une structure, une banque qui peut aider les Congolais au financement pour qu'ils deviennent actionnaires. Mais c'est ça. Donc ça, c'est un aspect. Et vous avez plusieurs cas comme ça. Par exemple, l'État congolais doit avoir 10% dans chaque opération minière, n'est-ce pas? Mais comment il fait l'État pour prendre ces actions-là? Il n'arrête pas de dire, créer une holding minière ou qui va gérer ces actions-là. Mais est-ce qu'elle est créée? Est-ce qu'elle est suivie? Vous demandez que l'argent rentre. Mais si vous gérez bien vos actions, vous pouvez gagner en dividendes, n'est-ce pas? Parce que vous êtes actionnaire et vous suivez la réalisation de l'entreprise et vous êtes dans l'opération, on ne peut pas vous tromper. Mais si vous êtes là, vous êtes amorphe, vous ne bougez pas, on fait dévier les bénéfices à l'étranger, bah après vous êtes surpris. C'est un problème de politique et de mise en place et de suivi. En fait. Vraiment, il doit y avoir des réformes, l'organisation, de l'écosystème même. On a des lois, mais il faut que les acteurs, il faut les regrouper, il faut les assembler, il faut leur donner ce qu'il faut faire si on veut atteindre les objectifs. Mettre en place un état des droits, avoir des recettes, alimenter les budgets de l'État, il y a un effort à faire, il faut y aller, il faut vraiment retrousser les manches et vraiment réformer cet écosystème, regrouper l'ensemble, unifier un petit peu les régies financières, même la justice, les contrôles, une seule structure qui chapeaute les tout et on pourra avoir les résultats. Les déterminants de la santé neurodéveloppementale de l'enfant affecté par le Konzo, c'est une thèse défendue à l'université de Kinshasa par Marie-Thérèse Sombo. La portée de cette œuvre scientifique est expliquée dans ce reportage. Cette recherche de haut niveau aura certainement un impact positif sur des enfants de Kayemba victimes de la maladie du Konzo et sur tous les enfants de la République démocratique du Congo. En observant la société du Kwango, Madame Sombo Ayane Safi Mukuna, Marie-Thérèse, s'est rendue compte du fait que l'intoxication de la cyanure issue du manioc maltraité, la pauvreté, la malnutrition et les croyances liées à la superstition sont à la base des troubles sur le développement des nerfs auprès des enfants de Kayemba. Conséquences immédiates, ce sont des troubles moteurs, cognitifs et des troubles socio-émotionnels et comportementaux qui caractérisent cette catégorie sociale. D'où l'émergence d'une triple question sur le développement limité, la neurodégénérescence insidieuse et le vieillissement précoce.
Il est désormais établi que le milieu affecté par le Konzo est un milieu à risque de troubles neurodéveloppementaux. Cette étude a eu pour objectif d'identifier les déterminants des troubles sur le développement des nerfs dans le contexte du Konzo. Madame le chef de travaux Sombo Ayane Safi Mukuna Marie-Thérèse est reçue sur l'ensemble des épreuves. Nous invitons le recteur, le secrétaire régional représentant le recteur de l'université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine à la candidate précitée. Cette recherche a valu à Madame Sombo Ayane Safi Mukuna le titre d'agrégé de l'enseignement supérieur. Le parti politique de l'honorable Adel Kaïnda gagne du terrain à Kinshasa, la capitale. Pas une parcelle sans ALDEC, c'est le maître mot Sandra Nyangitabou. Le parti politique Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC, parti cher à l'honorable princesse Kaïnda Maïna, a procédé à l'installation officielle de son comité fédéral de la Tchangou le samedi 20 février 2021 dans la commune de Massina. Monsieur Bakamatchei Chirac, c'est lui qui va désormais présider aux destinées de ce parti politique, membre du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDCA. La cérémonie de l'installation officielle s'est déroulée en présence de l'autorité morale de l'ALDEC, l'honorable princesse Adel Kaïnda. La salle qui a abrité la cérémonie a refusé du monde. Les cadres et militants de l'ALDEC venus de tous les coins et recoins du district de la Tchangou ont pris part à cette cérémonie solennelle. Les nouveaux promus ont reçu les emblèmes et autres insignes du parti de main de l'honorable princesse Kaïnda Maïna qui a demandé à l'équipe Chirac Bakama de travailler pour le rayonnement de l'ALDEC et de l'AFDCA à la Tchangou avec comme mot d'ordre pas une parcelle sans l'ALDEC. Je suis très fière de membres d'ALDEC Tchangou parce qu'ils me disent aucune famille sans ALDEC. C'est parce qu'ils ont commencé à sensibiliser chaque famille. Ils ont refusé d'engager d'abord de grandes masses, de grandes réunions, aller dialoguer, échanger, et la personne est convaincue parce que pour nous, ALDEC, même si tu as la bonne foi, tant que tu n'as pas encore lu et accepté qui sommes-nous, on ne peut pas d'abord accepter. Nous, c'est d'abord la famille, le temps. Et pour nous, ce sont notre secret de réussite. L'équipe du comité fédéral Tchangou s'est fixée comme objectif de faire de l'ALDEC la première formation politique qui aura plus de l'élus à la Tchangou lors des élections à venir. On a noté la présence de l'honorable sénateur Modeste Bahatsi-Lukwebo, autorité morale de l'AFDCA, qui a tenu à encourager le nouveau comité de l'ALDEC et Tchangou. Les cadres et autres élus de l'AFDCA ont également pris part à cette cérémonie. Nouvelle adhésion à l'Union sacrée, génération Dédé Kodoro, du nom du député national élu de Yakoma, a intégré le cercle. La structure vient d'installer sa coordination provinciale à Guadolité. Willy Atunakov. L'appel à la mobilisation générale autour de l'Union sacrée de la nation pour l'intérêt du peuple congolais, lancé dernièrement par le chef de l'État, a été capté 5 sur 5 par un des représentants des forces politiques et sociales du Nord Ubangi, en la personne de l'honorable Dédé Kodoro, député national élu de la circonscription de Yakoma. Voilà qui justifie la sortie officielle vendredi 19 février 2021 à Badolité, chef-lieu de cette province, de la coordination provinciale de l'ASBEL GDK, Génération Dédé Kodoro, dont il est l'initiateur. C'était au cours d'une brève cérémonie solennelle organisée à Motel Nzekele, pleine à craquer, pris d'assaut par des milliers de nouveaux adhérents en liesse venus non seulement des coins et recoins de cette ville historique, ancien fief naturel de feu le maréchal Mobutu, mais aussi des localités environnantes en présence de quelques autorités provinciales et urbaines. Dans son mot de circonstance, Adrien Bois Guérengo, coordonnateur national de l'ASBEL GDK et représentant personnel de l'honorable Dédé Kodoro, a par ailleurs indiqué que l'un des objectifs poursuivis par l'ASBEL GDK est celui de renforcer la cohésion entre filles et fils du Nord Ubangi, toutes tendances confondues. Cela en vue de relever ensemble les défis du développement de cette province, jadis pilote, mais aujourd'hui presque abandonnée à son triste essor. Selon lui, le changement de mode de gestion par le prochain gouvernement tourné vers la satisfaction des besoins vitaux de la population
prôné par son autorité morale, fait également partie des objectifs de cette structure. Sur place, il a procédé à l'installation de la coordination provinciale de l'ASBEL GDK Nord-Ubangui, qui sera désormais dirigée par Félix Zézé. Une initiative de ses dignes fils du Nord-Ubangui, vivement saluée par le bourgmestre de la commune maire Baudoué Yenga Malembe, représentant du maire de la ville de Gbadolité. On termine par ces images du Congo central. L'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila a perdu un parent âgé de 96 ans. 40 jours après le décès de ce proche parent, elle a rejoint la famille pour une messe d'action de grâce dans la ville de Boma. Anita Luamboa. Le déplacement de Marie-Olive Lembe Kabila pour le Congo central avait pour but de rendre grâce à Dieu après les 40 jours qui se sont écoulés suite au décès du dernier de la lignée des Sita. Son oncle paternel Célestin Benza, mort le 9 janvier 2021. Marie-Olive Lembe Kabila fait son entrée à Matadi. Au bout d'un long parcours sous la pluie, au volant de sa Jeep 4x4, elle est agréablement surprise par la mobilisation des inconditionnels kabylistes qui ont tenu à lui souhaiter la bienvenue dans une ambiance chaleureuse aux heures tardives. Après une nuit passée dans la province du Congo central, Olive Lembe Kabila va rejoindre la ville de Boma pour honorer la mémoire de ses pères. C'est en la cathédrale Notre-Dame d'Assomption, Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque du diocèse de Boma, a officié la messe d'action de grâce. Les Sita ont remercié l'Éternel qui les avait prêtés Célestin Benza, arrachés de leur affection à l'âge de 96 ans. S'inspirant sur la parole des 10 vierges, Monseigneur Cyprien Mbouka a exhorté les fidèles à la foi et l'amour. Après la messe, direction le cimetière Kimpungu 2, où l'évêque de Boma va bénir la tombe du défunt avant de céder la place à la famille pour le dévoilement de la pierre tombale. Une fois de plus, Marie-Olive Lembe Kabila, respectueuse des coutumes né-Congo, a donné une dernière demeure au dernier de la lignée de la famille de son père. Des moments d'intense émotion. Ensuite, l'épouse de Joseph Kabila Kabangé va déposer sa couronne des fleurs sur la nouvelle pierre tombale et à tour de rôle, elle va s'incliner devant la tombe de son père Sita Kinsumbu, Barnabé et de sa tante paternelle. C'est autour d'un repas que la famille s'est encore réunie pour clôturer le deuil en ce 40e jour. Merci de nous avoir suivis à Boma, à Yakoma et à la Tchangou. Ce journal a été réalisé par Pati Kwedi et Fifi Bokeme, une édition préparée par Médard Mbouyal Mangal. Merci de votre fidélité. Gardez les yeux bien ouverts sur vos télévisions. Cette édition, nous la dédions à tous les étudiants et à tous les élèves qui vont retrouver demain le chemin de l'école et le chemin des universités. Protégez-vous et protégez le voisin en respectant les gestes barrières. Excellente soirée à toutes et à tous.